On a déjà parlé du jeu et je pense qu'on avait fait des vidéos réactions aux bandes annonces du préquel, mais on n'a jamais pris le temps de parler réellement du film A Quiet Place. Je parle bien du premier film donc, avec Emily Blunt et John Krasinski en tête d'affiche. Un film assez court pour le coup, pour un film dans ce genre-là, pour des films plus sérieux qui ont une plus grosse qualité, on s'attend beaucoup plus à des films de 2h, 2h20 ou alors 1h50. Là on est sur un film de 1h30, c'est très court, franchement. Le film FNAF est plus long, pour dire. Et ce genre de films qui font souvent 1h30, qui sont des films d'horreur, souvent c'est pas des grands films. Hein. Souvent les petits films d'horreur comme ça qui sont assez courts, c'est des films d'horreur qui vont pas être très très bons. Là on est sur un film donc de 1h31 pour être précis, réalisé par John Krasinski, donc le même mec qui joue Lee, qui est le personnage, donc l'homme que vous voyez sur cette image, et qui nous plonge dans un nouveau genre de post-apoc, en tout cas un nouveau genre de monstre pour du post-apocalyptique, parce que bon, c'est un post-apocalyptique d'aliens, on a déjà connu ça, avec des aliens qui arrivent sur Terre, etc. Sauf que la petite particularité, c'est que ces créatures-là sont aveugles et ont une ouïe très développée. C'est un petit peu le même genre de choses que pour les claqueurs de The Last of Us. Les claqueurs sont aveugles et se repèrent au son. Ben là c'est pareil. Ce sont des aliens qui sont venus envahir la Terre. On voit très vite, avec les petits moments d'introduction du début du film, que le monde est parti en vrille assez rapidement. Pas si rapidement que ça, parce qu'on a quand même eu le temps d'avoir pas mal d'articles qui sont sortis dans des journaux américains pour parler de la catastrophe. S'il y a eu le temps de faire des articles, ça veut dire que les grosses villes ont probablement été les premières à être attaquées, mais qu'il y avait tellement de monde que ça a pris probablement des mois avant que la Terre ne tombe complètement en ruine. Parce que si tu as des journaux qui sortent, c'est qu'il y a eu quand même 1 ou 2 jours au minimum, voire plutôt 2-3 semaines, où le monde a su un petit peu comprendre la menace, pas la bloquer. On le voit avec la scène d'introduction, on comprend que les balles n'ont pas d'effet sur eux. On parlera de ça à la fin du film. On comprend que ils ont une armure qui, il me semble, est faite en kératine, je crois. En tout cas, la même chose qui est utilisée, le même matériau dont est fait les coquilles des tortues, enfin les carapaces plutôt. Je pense que c'est je pense que c'est de la kéramine ou de la kératine, je sais plus trop. Mais je pense que c'est ça dont est fait l'armure des créatures. On comprend que les États-Unis ont essayé, bien évidemment, avec toute leur force militaire de l'armée, de contrer la menace. Et d'ailleurs, il y a un journal qui est très marrant parce qu'il marquait que l'US Army a échoué, avec marqué en dessous en plus petit caractère, mais bien souligné, on ne peut plus vous protéger. C'est assez clair, l'armée américaine est tombée plutôt. Donc voilà, on comprend que c'est un petit peu la merde dans le monde. Et là-dedans, nous avons cette famille, donc, avec notamment ces deux personnages, qui sont donc Lee. Alors, lui, j'ai juste connu son nom parce que j'étais voir la distribution du film. Mais par contre, enfin même pas, parce que j'ai été voir la distribution du 2, pour être précis. Mais par contre, on ne dit quasiment à aucun moment le nom des personnages. Donc c'est assez compliqué de cerner comment ils s'appellent. Donc ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais aller chercher le film sur internet, A Quiet Place, voilà, parfait. Et bien évidemment, ça met le 2. Non mais c'est super. Bon, on a au moins le nom du personnage qui s'appelle Evelyn, qui est donc la mère. Donc nous avons dans le film Lee Abbott, c'est ça, qui est joué par John Krasinski. Il y a une énorme moto qui passe dans ma rue. Emily Blunt, qui elle joue Evelyn Abbott. Et on a bien évidemment les enfants, notamment Cade Woodward qui jouait le petit du début du film. Genre c'est un message, c'est pas grave. On a Noah Jupe qui lui joue Marcus. Et la grande, la plus grande de la famille, Regan, est jouée par Millicent Simond. Donc cette petite famille-là vit dans ce monde post-apocalyptique. On comprend un petit peu, voilà, qu'ils ont des bases, qu'ils ont des codes. Et surtout, et c'est le point principal du film, ils parlent avec la langue des signes. Simplement parce qu'on comprend que l'une des deux filles, enfin l'une de leurs enfants, est muette ou sourde. Non, c'est ça, c'est sourde. J'ai dit muette, mais je voulais dire sourde. Donc on comprend que l'une des deux est sourde. Une des trois, mais bon, le troisième il meurt au début du film, donc on s'en fout. L'important c'est Noah et Regan.
Regan est sourde. D'ailleurs, on voit dans le film que le personnage de Lee, donc John Krasinski, passe son temps, c'est elle, Regan, c'est la petite fille, à on va dire essayer de trouver un moyen de lui faire revenir justement la vue, tout simplement avec des outils, etc. Notamment un capteur qui est derrière son oreille, connecté à son crâne ou en tout cas à son cerveau, pour essayer de lui faire retrouver la vue, l'ouïe, pardon, ce qui ne fonctionnera pas dans le film, mais qui aura une importance à la toute fin. Parce que le film, voilà, se joue beaucoup du foreshadowing. Par exemple, dans un moment du film, tu vas avoir le personnage de Evelyn, donc Emily Blunt, qui va accrocher un sac de graines sans faire exprès dans un clou qui sort de l'escalier de leur cave. Et en voulant retirer le sac, déjà elle va se casser la gueule, et ensuite elle va redresser le clou. Ça aura une importance au moment où le personnage va devoir accoucher, et qu'à ce moment-là, pile au mauvais moment, elle va se prendre ce fameux clou dans le pied et crier de douleur. Ce qui va faire venir les aliens, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu le constat de base. J'aime beaucoup, personnellement, Sans un bruit, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié quand je l'ai vu la première fois. Et c'est aussi un film qui, je trouve, joue plutôt pas mal avec le côté silencieux. Parce que du coup, c'est logique, on n'a pas beaucoup de dialogue dans le film. On en a quelques-uns, mais le film est beaucoup ce qu'on peut appeler un slow burn, même si c'est plus un nom qu'on utilise pour les séries. Dans le sens où on voit beaucoup de tranches de vie des personnages. On voit un petit peu le temps qui passe également, avec notamment les jours qui sont comptés. Donc on a par exemple le film qui se passe beaucoup dans les 470e jours, on va dire, donc de 470 à 480, parce que le gros début de l'histoire c'est le 473e jour, et puis il y a une nuit ou deux qui passe, donc on est probablement au 475e ou un truc ainsi, donc un an après l'apocalypse, en tout cas un an après l'arrivée des gros monstres, on va dire, des aliens, qui ne portent pas de nom d'ailleurs. Et justement, parlons un petit peu des aliens. Les aliens, ce sont donc ces fameuses créatures, j'ai pas d'image d'eux ici dans mon slideshow d'images, on va dire, mais ce sont donc ces fameuses créatures qui réagissent au bruit. Alors, elles réagissent au bruit quand le scénario le veut un peu parfois. Parce que, bon, ce sont des créatures qui ont une ouïe surdéveloppée. Donc normalement, elles sont censées entendre absolument tout. Même les grincements de porte, même les coups de vent, le métal qui craque, elles sont censées tout entendre. Dans la réalité, si ce genre de truc existerait, elles seraient en train de bouger comme des puces. Elles n'arrêteraient pas de bouger. Il y a du bruit tout le temps. Alors, le film nous explique qu'elles réagissent au bruit fort et pas au bruit faible. Donc qu'un bruit faible, par exemple, couvert par un autre bruit fort, ne leur sera pas capté. Mais du coup, ça détériore un petit peu une des séquences, à savoir la seule séquence où les personnages, enfin une des seules séquences où les personnages parlent, parce que bon, il y a un moment donc le personnage de John Krasinski qui va avec Marcus près d'une rivière pour pêcher, et en gros il lui explique que vu qu'il y a les cascades d'eau et l'eau qui s'écoule, ça fait tellement de bruit qu'ils peuvent crier s'ils le veulent, les créatures ne les entendraient pas. C'est une bonne idée, mais d'un autre côté ça voudrait dire que les créatures normalement seraient censées tous être littéralement autour de l'eau à se demander ce qui se passe. Ou au moins à foutre des coups de patte dans l'eau, genre pourquoi ça fait du bruit, ça c'est que c'est un truc vivant. Je veux dire, elles ne voient rien, donc elles ne peuvent pas savoir que c'est de l'eau. Pour elles, c'est juste un truc qui fait du bruit. Elles bouffent tout ce qui fait du bruit. Comment est-ce qu'elles peuvent savoir que c'est une créature vivante ou de l'eau? Je sais que je vais loin, mais voilà. C'est un petit truc comme ça dans le scénario qui serait pas vraiment logique. Dans la réalité, si ça fonctionnerait vraiment comme ça, que les bruits forts les attireraient, bah, toutes les créatures de la région seraient acheminées autour de la rivière. Et elles seraient tellement happées par le bruit de la rivière que tu pourrais hurler à 300 mètres qu'elles t'entendraient pas. Puisqu'elles sont littéralement happées par les gros bruits. Une rivière avec un courant d'eau, ça fait un bruit monstrueux. Autre chose aussi d'ailleurs, pour continuer un petit peu avec le fait de ne pas faire de bruit, on nous explique que si on couvre nos voix avec quelque chose, par exemple si tu vas dans une boîte
Une grosse boîte, hein, pas un carton. Si tu, par exemple, quand le personnage Emily Blunt va accoucher, son mari va mettre leur enfant dans une boîte avec un respirateur. Comme ça, ces cris sont contenus dans la boîte et les créatures ne les entendent pas. Et aussi, leur base principale est sous le sol. Parce que sous le sol, elles ne les entendent pas. Le truc, c'est que ce qui empêche qu'on les entende, c'est un matelas. Et il y a des trous dans le sol, c'est des planches. Donc, pas vraiment sûr de la fonctionnalité du truc, mais allez, du coup, on les entend parler. J'aime d'ailleurs assez bien le fait que les personnages principaux soient joués par John Krasinski et Emily Blunt. Alors, John Krasinski a fait un très bon boulot en termes de mise en scène. Je trouve qu'on a vraiment des beaux plans, etc. Il sait gérer les caméras, ça, y a pas de doute là-dessus. Mais moi, ce qui me tue de rire, c'est que le mec joue le personnage principal. Jusque-là, ok. Et Emily Blunt joue la mariée du personnage principal. Pour ceux qui ne le savent pas, John Krasinski et Emily Blunt sont mariés dans la réalité. Ce film est le film de mariage le plus cher de l'histoire. La scène, c'est venu directement dans la tête, la scène où les deux dansent dans la cave, ça devait être la meilleure scène de leur vie sur un film. J'étais là en train de danser, littéralement en couple pour le coup, puisque dans la réalité ils sont ensemble. Je suis sûr qu'il y a un de deux acteurs qui a dû se dire bon, voilà, hein. Et du coup il n'y a pas ce truc oui mais c'est de l'acting. Oui et non, je pense qu'il y a quand même une petite part de sentiment dans ce genre de scène, vu que les deux sont quand même ensemble dans la réalité. Je trouve ça marrant du coup. D'ailleurs, en vrai, c'est une force dans ce genre de film, parce que le personnage de Lee va se sacrifier à la fin. Et je trouve que c'est une force d'avoir sa femme comme seconde actrice principale dans ce genre de cas. Parce que Emily Blunt, à ce moment-là du film, est censée jouer un personnage qui voit son mari mourir. Sauf que, techniquement, elle voit son mari dans le film vraiment mourir. Alors, dans la réalité, elle ne le voit pas mourir, mais du coup, te dire que tu es en train de jouer une scène où le personnage de ton mari ou de ta femme meurt, je pense que ça peut aider à avoir des sentiments. Si t'es bien dans la peau du personnage, vu que tu ressens réellement des émotions pour le deuxième acteur, vu que ça reste quand même ton compagnon, je pense que c'est un peu plus simple de jouer les émotions. Après, c'est mon avis, et ça rentre beaucoup dans le truc physiologique. Par contre, un truc que j'aimerais préciser aussi concernant les créatures, c'est qu'on nous explique que les balles n'ont pas d'effet sur eux. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais alors à la fin du film, pourquoi est-ce qu'elle arrive à le buter avec un coup de fusil à pompe? À la fin du film, le personnage d'Emily Blunt tue une des créatures avec une balle de fusil à pompe. Bah, c'est très simple. Je vous avais expliqué que Regan avait un élément qui allait expliquer la suite de l'histoire. Regan, encore une fois, c'est la petite fille. Et ben, elle a son fameux appareil que son père lui a donné. Et ce fameux appareil fait des infrasons ou des ultrasons. Je pense que c'est plus des ultrasons. Ultrasons qui sont la faiblesse des créatures. Un son trop fort. Et donc ça les bousille complètement. Non seulement ça les bousille au niveau du crâne, genre quand elles ont trop d'ultrasons, tu vois que leur crâne est complètement défoncé, que leur coquille n'arrive plus à se fermer sur leur peau. Et surtout, ça les met complètement en vrac. Et c'est intéressant, je trouve. La plus grande force des ennemis dans un film, c'est aussi souvent leur plus grosse faiblesse. L'étoile noire dans Star Wars, c'est la plus grosse force de l'Empire. Et c'est aussi leur plus grosse faiblesse parce qu'il y a un truc qui a merdé. Et ça a permis à l'Alliance Rebelle de gagner. Tout con. Dans Jurassic Park, le fait que les clôtures électriques, le fait que les clôtures soient électriques, ça permet aux dinosaures de se dire si je vais là, je me prends une ch'touille. C'est un mot que j'aime bien dire parce que c'est un peu ridicule, mais en gros je me fais zacker, je me fais électrocuter. Mais donc, les dinosaures se disent, bah du coup je vais pas aller près des clôtures électriques, parce que sinon je vais me faire mal. La plus grande force du parc est aussi sa plus grande faiblesse. Ils ont embauché un mec avide de fric, qui a accepté de travailler pour Biogen, donc l'entreprise concurrente de InGen, quitte à niquer l'entièreté du parc, en désactivant la plus grande force du parc, les clôtures. Le T-Rex l'a compris, il s'est fait banco, je me casse. Et ben sans un bruit, dans A Quiet Place, dans la version originale, c'est exactement pareil. La plus grande force de leurs créatures, c'est aussi leur plus grande faiblesse. Parce que ça met complètement en vrac les créatures, et ça leur empêche aussi de refermer correctement la coquille qui recouvre leur visage.
Donc quand la créature attaque le personnage d'Emily Blunt, tu vois que son crâne, qui se referme normalement, est complètement... il est parti en couille. T'as des bouts qui sont un petit peu partout, et on voit sa peau. Elle n'a plus son armure. Donc un coup de fusil à pompe, et sa tête explose. C'est terminé. Leurs armures ont beau être aussi puissantes qu'elles le veuillent, le simple fait qu'elles ne puissent entendre, enfin qu'elles ne puissent se repérer qu'au son, c'est aussi leur faiblesse. Un bruit trop fort, ça les tue. Et d'ailleurs, je me suis dit la même phrase, qui est une vérité dans beaucoup de films, en regardant le film, c'est que ces créatures sont présentées dans les journaux qu'on voit dans le film comme intuables, imbattables, etc. Et je me suis toujours dit un truc dans un film d'horreur. Et c'est une phrase qui vient de je ne sais plus quel film, je pense que c'est un Predator, mais je suis pas sûr. Si une créature ou un ennemi peut saigner, peut mourir. Vous avez 2 heures pour me retrouver de quel film ça vient. Si un ennemi dans un film peut saigner, on peut le tuer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.